Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les débats de la Haute Assemblée. Cet après-midi, le Sénat va voter sur l'ensemble du projet de loi mobilité. Cette réforme du gouvernement dessine les investissements futurs dans le secteur des transports. Et ce matin, je vous propose de revoir les débats du Sénat sur l'ouverture à la concurrence de la RATP, la régie autonome des transports parisiens. Un an après avoir adopté la réforme de la SNCF, le Sénat s'est prononcé en faveur de l'ouverture à la concurrence des transports parisiens. Cette réforme met en œuvre une décision de l'Union européenne votée il y a 10 ans et il s'agit d'organiser les conditions sociale de cette ouverture du marché. Je vous laisse écouter les débats. Article 38, j'ai deux demandes de prise de parole. Madame Éliane Assassi, ensuite Madame Martine Cohen. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'horizon porté par l'Union européenne dans le domaine des transports est depuis des décennies toujours la même, la concurrence, toujours la concurrence, encore la concurrence. Bien évidemment, vous savez que nous ne partageons pas cette vision d'un secteur qui est pourtant levier dans la lutte contre le changement climatique, un secteur clé pour la transition écologique, un secteur qui nécessite une maîtrise publique forte parce qu'il s'agit d'un service public qui est support de l'exercice d'un droit, celui de se déplacer. Donc nous voici à quelques semaines du scrutin des élections européennes et nous sommes donc aujourd'hui face à de très importantes questions. Notre pays peut-il accepter cette mise à mal de l'intérêt public et des opérateurs historiques, comme la RATP, leur démantèlement pour partager le gâteau avec d'autres, sans autre exigence en termes de satisfaction des besoins? Est-ce cela l'avenir pour les transports urbains? Une multitude, une myriade d'opérateurs là où la rentabilité serait assurée, et puis des déserts où personne ne répondra aux appels d'offres. Pour notre part, nous considérons que l'intérêt public doit être mis au cœur de la réponse politique. Comment répondre aux besoins croissants de mobilité, y compris dans des zones très denses? Pour nous, cela passe par une définition d'une offre de transport par une entreprise intégrée, faisant l'objet d'un contrôle public puissant et dont les capitaux ne doivent pas faire l'objet d'un retour sur investissement, mais simplement permettre de répondre aux besoins des usagers. Donc il s'agit d'un véritable enjeu qui demanderait plutôt des financements nouveaux que la multiplication des opérateurs qui portent donc des risques lourds en termes de cohérence de l'offre et de sécurité. Donc pour toutes ces raisons, nous attendons du gouvernement qu'il porte une autre voix auprès des instances européennes, faisant valoir l'exception française, une exception pour les services publics et l'intérêt général. Nous souhaitons que ces secteurs soient soustraits au tout marché et à l'exigence de rentabilité antagonique avec toute idée d'aménagement du territoire et surtout de solidarité. Merci. Madame Laurence Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous abordons avec cet article 38 l'un des points durs pour nous de ce texte, comme vient de le souligner ma collègue Éliane Assassi. Vous le savez, nous sommes opposés à l'ouverture à la concurrence imposée par le règlement OSP, convaincus que cela va entraîner une dégradation de la qualité de service, puisque très souvent, ce sont bien les entreprises moins-disantes qui remportent les appels d'offres. Certes, la concurrence des lignes de métro, bus, RER a été actée en Île-de-France à différentes échéances que je n'en rappelle pas ici. Cet article 38 vise à permettre à la RATP de s'insérer parfaitement dans ce champ concurrentiel. Pour cela, vous modifiez les articles L 2142-1 et L 2142-2 du Code des transports qui définissait jusqu'ici les missions de la RATP afin de lui permettre de créer des filiales en Île-de-France pour exploiter de futures lignes et pour fournir d'autres services de transport, covoiturage, autopartage, vélo ou scooter, en libre-service, billetterie, retrait de colis, etc. Bref, on élargit son périmètre pour une rentabilité, si j'ose m'exprimer ainsi, tous azimuts. Jusqu'ici, par l'article L 2142-5, la constitution de filiales n'est possible que pour la province et l'international, ce qui permet à la RATP DEV, filiale de la RATP, d'être présente dans 14 pays et plusieurs villes de France.
Lorsque j'étais administratrice du STIF, aujourd'hui Île-de-France Mobilité, nous défendions avec mon groupe l'idée que ces investissements à l'étranger ne devaient pas se faire au détriment des missions premières, à savoir le réseau francilien, dont on connaît les dysfonctionnements actuels, faute d'investissement de l'État pendant des années. Pour nous, cette filiation de la RATP au détriment d'une entreprise unifiée est une véritable attaque contre le service public. Les salariés de la RATP, avec qui nous discutons, savent très bien que l'ouverture à la concurrence n'est qu'un prétexte pour imposer une productivité accrue qui se traduirait par des centaines de suppressions d'emplois, de postes, la mise en cause des conditions de travail, le recul des droits au nom de la compétitivité. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de l'examen de l'article 39, mais en attendant, vous avez bien compris, nous sommes fondamentalement contre cet article. Merci. Premier amendement sur le 38, le 185, qui est défendu par Monsieur Pascal Salvodelli. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La cohérence et continuité, puisque là, nous demandons la suppression de cet article. En effet, nous abordons ici la question de l'avenir de la RATP dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Et pour répondre à ce changement d'organisation des transports urbains en Île-de-France, où là encore l'Europe s'est invitée, puisque c'est le règlement européen OSP, le gouvernement organise, comme l'a dit Éliane Assassi et Laurence Cohen, un démantèlement progressif de la RATP. Ainsi, l'ensemble de l'offre va faire l'objet d'une stratégie d'allotissement par Île-de-France Mobilité, mettant brutalement fin au monopole de la RATP pour l'exploitation des lignes de bus. De l'aveu même des représentants de cette entreprise, ce changement va être extrêmement brutal. On va y venir plus loin après à partir d'autres articles. Nous estimons sur le fond que ce morcellement de l'entreprise historique, qui sera in fine obligée de recourir à la filialisation de ses activités, du fait de la politique des autorités organisatrices, de recourir à des sociétés dédiées, porte le risque de sa privatisation rampante. Alors que la société intégrée est, pour nous, un gage de la performance. Et il nous apparaît que l'éclatement de la RATP en une myriade de filiales, parfois c'est même gentil, souvent concurrentes entre elles, n'a de sens à nos yeux et porte le risque d'une mise à mal de la cohérence globale du réseau de l'offre. Et cette cohérence est, à nos yeux, celle de la mise en œuvre d'une véritable chaîne du transport. Donc c'est là qu'il y a un débat politique peut-être entre nous, c'est quelle chaîne du transport, répondant aux besoins croissants d'intermodalité entre modes lourds, RER et métro, ce qui a été dans nos débats précédemment. Et là, nous inscrivons donc en faux avec ce processus de dévitalisation de l'EPIC RATP. Puisque qu'est-ce qui va se passer? On va le cantonner aux missions de service public pas ou peu rentables, et la filialisation des activités rentables va être donnée à des privés, bien évidemment. Pour ceux qui connaissent le sujet, notamment les deux que je connais bien en Île-de-France, Laurence Cohen et Roger Carucci, qui ont siégé longtemps au STIF, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'EPIC RATP va devenir le gestionnaire d'infrastructures du réseau ferré, le GDI, soit 1800 agents. Et de manière rampante, par la filialisation, on va se retrouver avec des contrats de travail au rabais, décidés par des entreprises privées. Je vous donne un exemple, pour ceux, je vois Laurent Lafont du Val-de-Marne, moi j'ai le T9, Paris jusqu'à l'aéroport d'Orly. Les gens ont eu d'abord le site propre, maintenant ils ont le tramway, ils vont arriver et ils sont heureux d'avoir cette mobilité-là. Et vous savez ce qui va se passer? À un moment, le tramway va bien, certes, passer, relier Paris jusqu'à l'aéroport d'Orly, mais qui va travailler? Qui va travailler sur ce chantier d'exploitation? Ça va être des contrats de travail au rabais qui vont être pris par telle ou telle entreprise, certes européenne. De ce que je sais, on parle d'entreprises italiennes ou espagnoles. Donc merci de conclure, chers collègues. Voilà. Donc c'est le sujet de cette suppression. Merci. Donc l'avis de la Commission. Oui, rappelle juste une chose, c'est que l'ouverture à la concurrence, elle est là. C'est un fait. Donc cet amendement, d'ailleurs, est contraire à la position de la Commission qui avait l'idée l'article 38. Cet article permettra à la RATP de se transformer, de s'insérer pleinement dans son environnement concurrentiel pour faire valoir ses atouts qui sont nombreux, y compris dans des secteurs connexes aux services de transport. La suppression de l'article 38 conduirait donc à fragiliser la RATP dans cette perspective d'ouverture à la concurrence. Ce que je ne souhaite pas, ce que la Commission ne souhaite pas, c'est donc un avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, je pense qu'en effet, nous ne partageons pas la même vision. Vous considérez que c'est à la RATP ou à la SNCF, et ça rejoint les débats qu'on a pu avoir
lors du nouveau pacte ferroviaire, que c'est à la RATP ou à la SNCF de définir l'offre de transport public. Moi, je considère que c'est aux collectivités de définir les offres de services publics et donc aux autorités organisatrices. Donc on a effectivement une différence d'approche. S'agissant de l'article 38, il prend en compte l'exigence d'Île-de-France Mobilité d'avoir des filiales dédiées pour répondre aux appels d'offres qui vont être organisés. Et donc, il vise à permettre à la RATP de créer des filiales. À défaut, la RATP serait exclue des futurs appels d'offres qui vont être mis en œuvre sur notamment le réseau de bus. Je précise que vous indiquez que tout ça va conduire à un dumping social. Vous donnez l'impression que tout cela se ferait sans cadre social. C'est précisément l'objet de l'article 39, de compléter ce qui a été voté il y a plus de 10 ans, sans se préoccuper du cadre social de cette ouverture à la concurrence pour les services de la RATP. C'est précisément l'objet de l'article 39, de proposer un cadre social territorialisé pour que cette ouverture à la concurrence prenne en compte aussi les règles sociales applicables dans ce secteur. Donc je vous propose le retrait de votre amendement, sinon avis défavorable. Merci. Explication de vote, Monsieur Roger Karoutchi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, moi je ne suis pas, c'est le moins qu'on puisse dire, un fou furieux de la privatisation. J'ai fait voter ici même un amendement contre la privatisation d'ADP et sur les services publics de transport, j'ai toujours été assez tempéré. Mais c'est comme ça, il y a déjà plus de 10 ans, au niveau européen, il a été décidé que les entreprises ne pouvaient pas rester en situation de monopole et qu'il fallait ouvrir à la concurrence. Alors à partir de là, il y a deux politiques possibles. Il y a celle qu'incarnent les prises de position et l'amendement qui vient d'être présenté, à savoir de dire c'est non, nous sommes hostiles aux décisions européennes qui ont été répétées depuis 10 ans, et à partir de là, c'est non. Et puis, il y a l'autre situation qui consiste à dire ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs avec le président Huchon pendant des années, ce que nous continuons de faire, à savoir comment par rapport à ce qui va se produire, parce que ça va se produire, comment prendre le maximum de garanties sur les droits du personnel, sur les garanties sociales, sur l'impact que gardera et que doit conserver l'entreprise publique de transport RATP, par exemple, comment faire pour faire en sorte que l'ouverture à la concurrence se fasse dans le bon ordre, ne fasse pas perdre au personnel ses garanties, préserve l'offre publique de transport et préserve en réalité le leadership de la RATP. Alors, je ne dis pas que c'est le plus facile. Je dis seulement que s'opposer frontalement en disant c'est non, ça veut dire qu'un jour, la Commission européenne ou les autres nous diront eh bien, écoutez, c'est l'année prochaine, vous n'êtes pas prêts, tant pis pour vous, vous avez 10 ans, 15 ans pour vous préparer et vous ne l'avez pas fait. Alors, je comprends tous les débats, mais je dis attention, à un moment, même si je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les décisions européennes, à un moment, il faut préserver au maximum, obtenir le maximum de garanties, négocier, préserver les droits sociaux, parce que le jour où on sera mis au pied du mur, eh ben, on n'aura rien préparé, rien mis en place, et ce sera désastreux pour le personnel comme pour l'entreprise de transport public. Merci, chers collègues. Madame Laurence Cohen. Moi, je veux lever un malentendu, d'ailleurs, qui vient d'être levé par mon collègue à l'instant, Karoutchi. C'est notre opposition, Madame la Ministre, c'est pas d'un côté vouloir que ce soit la RATP qui gère et vous qui défendriez les autorités organisatrices. C'est pas notre différence. Nous, on est partie d'ailleurs prenante des autorités organisatrices puisqu'on y siège en tant qu'élu. Donc je vois pas, c'est un faux débat. Le problème, c'est tel qu'il a été exposé
par mes collègues précédents, c'est-à-dire, oui, est-ce que l'ouverture à la concurrence, c'est une bonne chose pour la qualité des transports, pour les services rendus à la population, pour une meilleure mobilité de tous et de toutes, et est-ce que c'est bien pour les conditions de travail des personnels de la RATP? Et là, il y a une divergence. Et on n'est pas en train de s'arc-bouter. Je pense qu'il y a des mobilisations à opérer qui font qu'on obtient des avancées. Je vais donner un exemple, alors 13 Île-de-France, j'en suis désolée, mais quand Tezen, il y a eu un débat, c'est une ligne de bus, il y a eu un débat pour l'ouvrir à la concurrence, nous nous sommes mobilisés pour considérer que ça n'était pas une ligne nouvelle et nous ne l'avons pas ouverte à la concurrence. Et elle est restée dans le domaine du public. Donc quand on veut politiquement, on sait faire. D'autant, Madame la Ministre, excusez-moi de vous rappeler quelque chose que vous avez tout à fait dans l'esprit, c'est que nous sommes, comme l'ont dit mes collègues, Éliane Assassi et Pascal Savoldelli, à quelques encablures des élections européennes. Alors c'est le moment de changer les règles. Merci, Monsieur Fabien Gay. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, bon, vous avez raison, Madame la Ministre. Je pense qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Non, mais il faut se le dire de façon apaisée. Moi, je salue votre travail depuis 18 mois. Vous aurez, en 18 mois, ouvert à la concurrence et le secteur ferroviaire, la SNCF, et la RATP, et préparé finalement le démantèlement de ces deux entreprises publiques, que vous connaissez bien d'ailleurs. Et au final, on le sait, parce qu'à un moment donné, quand on ouvre à la concurrence, on aura le débat dans 5 ou 10 ans, on nous dira, vous voyez, pour qu'on soit compétitif, il faut aller vers une privatisation de ces ex-entreprises publiques qui, entre-temps, ont été rachetées, ouverture du capital, bon bref, on connaît cela par cœur. Bon, moi, je voudrais vous répondre sur 2 points. Le premier, sur le dumping social. Vous dites, c'est pas assuré, mais on a déjà un élément de comparaison en Île-de-France. Avec Madame Assassi, on est en Seine-Saint-Denis. Le tram T11, tram 31, le Bourget-Épinay, déjà une filiale de la RATP, Transkéo. Et pourquoi? Ben, j'ai relu là les déclarations. Pourquoi on a fait ça? Ben, justement, sur la question des cadences et des salaires, parce que ça coûte moins cher de le confier à une filiale privée que de l'avoir sous statut. Je viens de relire les déclarations de l'époque, c'était il y a 2 ans, vous voyez, des dirigeants. Puis la deuxième chose, ce qu'a dit M. Carucci, et pour prolonger le débat de Mme Cohen. M. Carucci, j'ai un élément vraiment de contradiction avec vous. Parce que quand vous citiez l'Union européenne, on a l'impression que c'est un ovni et que finalement, on serait obligé, puisque c'est un règlement et que l'Union européenne... Je rappelle quand même que les règlements, les directives, tout ça passe devant un Parlement européen ou un Conseil européen. Et que derrière ça, il y a des partis politiques auxquels chacun de nous adhère. Ou vos collègues de votre sensibilité politique siègent au PPE et ont voté des 2 mains l'ensemble des 4 paquets ferroviaires qui ouvrent à la concurrence. Mais comme, par exemple, le Parti socialiste européen, des 2 mains. Seul notre groupe s'y opposait. Donc nous n'avons pas un double discours ici au Sénat ou au niveau européen. Nous restons en cohérence avec nous-mêmes. Non mais je ne dis pas ça pour faire un élément de polémique. C'est un moment de vérité. Merci, cher collègue. Merci de conclure, nous restons en cohérence du local au national et au niveau européen. Je vous remercie. Monsieur Pascal Savoldelli. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Il y a une chose qui rassemble dans le début de la discussion, c'est que les 4 élus qui ne sont pas sur les mêmes bancs politiques viennent de rétablir un fait, c'est que d'aucun ici n'a parlé de l'organisation des transports par les collectivités territoriales, Madame la Ministre. Donc il n'y a pas... Non, attendez, il n'y a pas lieu. Quand on est d'accord ici. Et aucun ministre arbitre nos différences. On est d'accord, tous. Voilà, en Île-de-France, syndicat de la mobilité, implication des collectivités. Donc ce n'est pas la question. La question que nous posons, c'est là où nous avons un différend, mais il faut bien l'identifier par clarté démocratique, c'est que nous on pense que la RATP
comme société intégrée, ne doit pas décider à la place des collectivités territoriales. D'aucuns n'a dit ça ici, et d'aucuns ne le pensent. Par contre, nous pensons, nous, la RATP, elle a une force d'exploitation, et vous en savez quelque chose, de maintenance, de gestion des espaces, d'ingénierie et de recherche. Et nous concevons cette trajectoire transport, Madame la Ministre, avec un corps uni, cohérent, intégré, ayant ces différentes dimensions. Donc voilà, c'est le sujet. C'est le seul sujet. Voilà. Alors que l'ouverture à filialisation va, vous voyez, détailler tous ces aspects-là avec des éléments, bon, ce qui peut se comprendre pour ces filiales, profit, rentabilité, ok. Troisièmement, qu'est-ce qui va se passer? Où il faut nous donner des garanties, surtout au personnel. C'est qu'on va avoir des personnels sous statut privé, puis après, au final, ça va être rampant, mais ça existe dans d'autres pays d'Europe. On va avoir des contrats de travail au rabais. Enfin, attendez, voilà, donc il faut l'assumer, il faut le dire. Il faut le dire aux salariés actuels qui posent la question de la dimension sociale si malheureusement cette loi passe, mais il faut le dire aussi à la population. Parce que ça veut dire qu'il y a quand même une partie de nos enfants, je m'excuse, qui vont se retrouver en une concurrence aveuglante avec les autres jeunes des pays européens, qui vont accepter ces contrats au rabais parce qu'ils n'ont rien d'autre comme offre, et puis ils vont regarder nos transports, certes de qualité, passer devant eux, et eux, ils vont être éloignés du droit commun social d'avoir un travail. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'on est soucieux aussi de la cohésion sociale de notre pays. Voilà. Ne rajoutons pas de la violence à la violence à la violence, qu'elle soit institutionnelle ou de tout autre ordre. C'est un sujet important, ça. Merci. Monsieur Jacquin. Rapidement, pour faire une analogie avec la SNCF et le débat qu'on a eu l'an dernier, ici, au Parlement, nous avons défendu une position assez claire de maîtrise publique des services publics, d'efficacité de la dépense publique avant tout. Et nous ne sommes absolument pas dans le dogme qui ne ressemble pas à grand-chose, sinon à une idéologie ultralibérale de baisse à tout prix de la dépense publique et d'affaiblir ceux qui en bénéficient le mieux, les plus faibles et les plus précaires de nos concitoyens. Maîtrise publique des services publics ne signifie pas forcément que le politique gère tout directement en régie. Et on le voit dans les transports urbains, il y a eu, grâce à la LOTI, dans les années 80, des autorités organisatrices des transports qui ont su s'acculturer à ces questions-là et qui ont pu gérer avec efficacité des réseaux de transport. Dans le cas de SNCF, on a été accompagné dans cette réforme d'une belle mobilisation sociale qui a clairement permis d'éviter des dégâts bien trop importants sur les statuts des agents. Parce qu'il y avait une vraie volonté, comme on la voit ici, de casse de certains statuts, de précarisation des travailleurs. Et ces histoires de filialisation autour de RATP sont assez inquiétantes. On va reprendre la notion de sac à dos social et j'ai l'impression que dans la négociation, on ne part pas du tout du même point que lors du débat SNCF. Et ça, c'est assez inquiétant. Merci. Donc, avant de passer au vote, Madame la Ministre, vous voulez répondre? Oui, merci Monsieur le Président. Alors, en effet, je pense que nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de sujets, mais je pense que pour la clarté des débats, il ne faut pas déformer les faits. Alors, de manière ponctuelle, Transkéo ne préjuge en rien des conditions d'ouverture à la concurrence en Île-de-France, puisque c'est une filiale de la SNCF sur une ligne attribuée à la SNCF dans le cadre de son monopole. Donc c'est un choix de la SNCF qui n'a rien à voir avec le débat d'aujourd'hui. Mais plus fondamentalement, je voudrais qu'on soit au clair sur le fait que nous ne sommes pas en train de débattre de l'ouverture à la concurrence des réseaux de la RATP, sujet qui a été voté il y a plus de 10 ans. Nous sommes en train, et c'est ce qui vous sera proposé au travers de l'article 39, de définir, de préciser le cadre social dans lequel cette ouverture à la concurrence va se faire. Et ce qui vous est proposé à l'article 39, après de nombreuses réunions de concertation avec les représentants des salariés de la RATP et du secteur en général, c'est un cadre social de haut niveau pour accompagner cette ouverture à la concurrence. Donc ne nous trompons pas de débat.
Merci. Donc, je mets cet amendement aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il n'est pas adopté. Le 186 qui est défendu par Monsieur Fabien Gay. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Par notre amendement, nous souhaitons garantir, pour des raisons de cohérence du réseau et de l'offre, le fait qu'Île-de-France Mobilité ne puisse imposer dans les appels d'offres qu'il lance pour l'exploitation des lignes la clause dite de la société dédiée. En effet, l'instauration de telles clauses empêcherait, de fait, l'EPIC RATP en tant que tel d'exploiter ces lignes, organisant ainsi son démantèlement progressif et son explosion à terme. L'entreprise historique serait ainsi obligée, pour pouvoir répondre et poursuivre l'exploitation d'un service qu'elle opérait déjà avant, filialiser cette activité, participant ainsi à son éclatement. Nous considérons que cette pratique, qui tend à se généraliser de sociétés dédiées, n'apporte aucune plus-value en termes de qualité de l'offre. Le législateur doit donc encadrer son utilisation pour qu'elle ne soit pas utilisée comme l'outil de déstabilisation de l'opérateur historique. Pour toutes ces raisons, nous proposons donc d'interdire ces pratiques qui nous apparaissent discriminatoires. Je vous remercie. Oui, monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Oui, je l'évoquais tout à l'heure, l'ouverture à la concurrence est actée depuis 2009 et dans ce cadre, une grande liberté est laissée à l'AOM, en l'occurrence à Île-de-France Mobilité, ce que j'approuve. L'autorité organisatrice pourra ainsi demander aux candidats de se constituer sous la forme juridique qui lui paraît la plus adaptée aux lignes de services de transport qu'elle doit mettre en concurrence. Par ailleurs, la Commission a validé la possibilité pour RATP de constituer des filiales, on vient de l'évoquer, sans condition de forme juridique particulière, ce qui offre de la souplesse à l'ensemble des acteurs et notamment à la RATP. Donc c'est un avis défavorable. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Je pense que je ne vois pas pourquoi le Parlement empêcherait Île-de-France Mobilité, comme toutes les autorités organisatrices en France, de définir le cadre juridique adapté pour s'assurer de l'équité de la concurrence et donc avoir le maximum de transparence, ce que permet notamment une filiale. Donc avis défavorable. Merci. Monsieur Savoldelli. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Madame la Ministre, j'ai une question que je ne poserai pas non plus à d'autres moments, puisqu'on est sur la filialisation. Je voudrais savoir votre avis de ministre et aussi par votre expérience professionnelle. Le fait que la RATP va aller à la concurrence libre et non faussée avec filialisation. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce que les marchés d'appel d'offres liés à la concurrence vont être onéreux, pas onéreux? Et c'est très important, parce que c'est le capital de la RATP non démantelé qui va nourrir les marchés d'appel d'offres à la concurrence. Donc, est-ce que ça va être des marchés onéreux ou pas? Si. Enfin, parlez-vous, Monsieur Karoutchi, Madame la Ministre, mais est-ce que ça va être des marchés onéreux ou pas? Voilà, c'est une question, puisqu'on nous parle beaucoup de faire des économies et d'avoir la meilleure des gestions. Est-ce que ça va être des marchés onéreux ou pas par rapport à ce qui se passe actuellement? Peut-être qu'on ne se comprend pas, mais peut-être que l'histoire répondra sur ce qui s'est passé quand il y aura réellement les marchés d'appel d'offres à des filiales choisies au niveau européen. Merci. S'il n'y a pas de réponse, on revient sur l'amendement. Donc, je le mets aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc, il n'est pas adopté. Le 188, Monsieur Éric Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président. Un amendement de repli. Nous proposons que la capacité de filialisation accrue par cet article concernant la RATP soit corrélée à la forme juridique de la filiale. Nous rejoignons là des débats que nous connaissons bien, qu'on a déjà menés dans cet hémicycle, notamment lors du projet de loi sur le pacte ferroviaire et sur le maintien ou non de capitaux à 100% publics au sein des opérateurs historiques. À nos yeux, la forme de l'EPIC est la plus sécurisante car elle est liée intrinsèquement à l'exclusivité de capitaux publics et dont l'évolution de capital ne peut passer que par le changement de statut et donc par la loi. Afin de sécuriser la création de filiales et d'encadrer leur activité, nous proposons donc de limiter cette possibilité à la création de filiales sous la forme d'EPIC,
évitant ainsi la dilution de l'opérateur historique dans une myriade de sociétés à capitaux publics et privés qui capteraient quelque part donc des décennies d'investissements publics financés par l'impôt de nos concitoyens depuis des années. Donc, le contexte du projet de la loi Pacte récemment discuté ici, qui organise de nouvelles privatisations, nous rend d'ailleurs extrêmement vigilants, car laissant penser que ce gouvernement, après d'autres, est particulièrement sensible à cette philosophie, à savoir l'application progressive de la loi du marché pur à l'ensemble des activités humaines et donc y compris les activités économiques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette référence au marché pur? Je vais me permettre de citer ici Pierre Bourdieu, dans un article en mars 1998 publié dans Le Monde diplomatique, qui disait ceci pour définir l'essence du néolibéralisme. Il disait: qu'est-ce que le néolibéralisme? C'est un programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur. Nous sommes, avec ce texte, comme avec d'autres, dans un pas de plus vers ce marché pur, ni de droite ni de gauche, tout simplement libéral. Après, chacun choisit sa philosophie. On est bien sur un débat philosophique de fond. Merci. Merci. L'avis de la Commission, M. Mandelli. Oui, cet amendement soulève plusieurs difficultés. D'abord, la création d'un établissement public relève du pouvoir réglementaire et pas de la loi. Ensuite, en restreignant la possibilité pour RATP de constituer des filiales sous la forme de SA ou de SAS, évidemment, on restreint son champ d'action et on fragilise effectivement la RATP qui devra s'adapter à la nouvelle donne de cette concurrence. Et cet amendement, pour conclure, est contraire à la position adoptée en commission. C'est donc un avis défavorable. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, il ne peut pas y avoir de lien entre deux EPIC. Donc, en imposant à la RATP de répondre au travers d'une structure qui aurait le statut d'EPIC, cela remettrait en cause l'unité de la RATP, ce que je ne peux évidemment pas cautionner. Donc, avis défavorable. Merci. S'il n'y a pas d'explication de vote, je mets aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Contre? Abstention, donc l'amendement n'est pas adopté. Le 187 rectifié qui est présenté par Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le Président. Nous souhaitons que les filiales créées par la RATP pour répondre aux appels d'offres dans le cadre de la concurrence ne puissent exercer statutairement que des activités en lien direct avec leurs différentes missions et non en lien indirect comme le prévoit le présent article. Il s'agit ainsi principalement de satisfaire au principe de spécialité auquel est astreinte la RATP. Manifestement, cet article rompt avec le principe. Ainsi, il prévoit que l'entreprise historique peut elle-même, par la voie de ses filiales, parfois en se faisant concurrence, comme ça a été rappelé, construire, aménager des réseaux, exploiter des lignes et fournir d'autres services de transport. Jusque-là, nous sommes à peu près d'accord. Mais également exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ces différentes missions, notamment toute opération d'aménagement et de développement connexe aux infrastructures de transport. Nous considérons, pour notre part, qu'il n'appartient pas à la RATP, ni même à ses filiales, de devenir aménageurs. Être opérateur de transport, c'est une mission déjà lourde, avec des besoins et des enjeux suffisamment pressants pour ne pas s'écarter de ces missions d'intérêt général. Cette course à la diversification dans des secteurs, en plus où la RATP n'a pas de compétences propres, nous paraît donc particulièrement hasardeux. Merci. Donc l'avis de la Commission. Oui, même avis que sur les amendements précédents, avec les mêmes arguments. C'est un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je trouve assez curieux l'idée de supprimer la capacité pour la RATP de créer des filiales sur des sujets, des missions connexes à son objet principal. Disposition qui existe maintenant depuis des années et que la RATP a utilisée, je pense, à bon escient pour développer des activités complémentaires utiles. Et alors, supprimer la possibilité pour la RATP, notamment, de recourir à ses filiales pour des missions d'aménagement, au contraire, la RATP le fait, et là aussi au travers d'une filiale, elle le fait très bien. C'est l'occasion pour la RATP, notamment, de réaliser des dépôts de bus très bien insérés dans la ville. Donc je pense que c'est une des compétences tout à fait exceptionnelles de la RATP. Je pense que c'est important de conforter la possibilité qu'elle a de continuer à mener ces opérations d'aménagement qui permettent à la fois de maintenir des dépôts de bus au cœur de l'agglomération,
ce qui est évidemment important, y compris en termes de développement durable, et en même temps d'utiliser au mieux le foncier dans ces centres-villes pour faire des équipements publics et du logement. Donc avis défavorable. Merci. Donc sur cet amendement, s'il n'y a pas d'explication de vote, je mets aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Donc il n'est pas adopté. Je suis saisi d'une demande de scrutin public. Oui, mais je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE. En explication de vote sur Madame Assassi. Oui, très rapidement, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, on a bien compris, on a travaillé sur ce texte, donc on a bien compris qu'on ne parlait pas ici de l'ouverture à la concurrence. Nous avons voulu parler de l'atomisation de la RATP et nous avons montré en quoi nous y étions défavorables et vous nous avez démontré comme d'autres en quoi vous étiez favorable à cela. Moi, j'oserais dire heureusement que nous avons déposé des amendements sur cet article 38. Sans cela, il serait complètement passé inaperçu dans le débat sur cette loi LOM. Et pour pousser le bouchon un peu plus loin, si vous me permettez l'expression, nous avons déposé sur cet article un scrutin public. Voilà. Merci. Donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 71 sur l'article 38. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 325, pour l'adoption 309, contre 16. Donc l'article 38 est adopté. Et nous passons à l'article additionnel après l'article 38. Avec 5 amendements en discussion commune. Le 177, Madame Éliane Assassi, qui le défend, non, Monsieur Gontard. Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de cohérence puisque nous proposons ici de revenir sur les dispositions de la loi Organisation et régulation des transports ferroviaires qui a posé le principe d'ouverture à la concurrence des transports et le calendrier de celle-ci. Cet article dispose ainsi que les monopoles publics se terminent pour les services réguliers de transport routier le 31 décembre 2024, pour les services réguliers de transport par tramway le 31 décembre 2029, pour les autres services réguliers de transport guidé le 31 décembre 2039. Et enfin, pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en cours et en tout état de cause avant le 31 décembre 2024. Nous souhaitons par là même en finir avec toute injonction de libéralisation qui pénalise les usagers et les territoires. Merci. Merci. Le 93 rectifié bis, Monsieur Darnaud. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, les conditions d'ouverture à la concurrence pour les réseaux routiers d'Île-de-France envisagées comportent de nombreux risques. Une solution d'ouverture progressive, équitable et efficace doit être donc trouvée en concertation avec l'ensemble des transporteurs. Progressive, cette solution optimisée et gérable doit pratiquement être possible sur une période allant de 2022 à 2026, équitable, car il faut qu'une ouverture progressive soit faite avec pour chaque vague un équilibre entre les opérateurs, enfin opérationnel, car les transferts de contrats entre opérateurs nécessitent la mise en œuvre de dispositifs ad hoc afin de permettre le transfert de salariés entre entreprises ayant des cadres sociaux distincts. Ces dispositifs devront être déclinés par des accords sociaux qui devront être adoptés avant le transfert des contrats. Efficace, car en définissant les vagues en tenant compte à la fois des ouvertures de nouvelles lignes de métro, des réorganisations nécessaires des réseaux permettant de passer d'une logique d'opérateur à une logique de bassin de vie, des événements internationaux qui seront organisés par la France et en particulier les Jeux Olympiques de 2024. Cet amendement vise donc à assurer les meilleures conditions d'ouverture à la concurrence des réseaux routiers franciliens. Je vous remercie. Merci. Le 596 rectifié bis, Monsieur Houlgate.
Tout à fait dans le même esprit que les orateurs précédents, donc Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Donc il faut spécifier que quand même au niveau de la région Île-de-France, donc les différentes phases d'ouverture à la concurrence pour les lignes de bus vont représenter un chantier qui va être immense et sans doute peut-être un marché du siècle. 1225 lignes, 406 millions de voyageurs transportés chaque année, des allotissements qui sont prévus donc pour aller à peu près jusqu'à une quarantaine de lots. Il nous paraît donc nécessaire de prévoir une certaine progressivité et surtout des modalités de suivi qui soient organisées pour veiller à un juste encadrement du processus. Dans cette perspective, donc, l'amendement prévoit de reporter la date de la première ouverture à la concurrence dans les conditions de droit commun afin de créer dans cet intervalle les conditions d'une équité entre opérateurs. Cet objectif n'est en effet pas atteignable, à notre avis, avant l'horizon 2025. Donc, pour y parvenir, il est proposé de tester le nouveau système à mettre en place en effectuant des expérimentations afin de pouvoir en analyser les retours d'expérience, y compris en ce qui concerne l'encadrement social des salariés. Ce n'est que sous le bénéfice de telles expérimentations qu'une ouverture globale de ces marchés pourra se faire dans le cadre d'une concurrence qui sera socialement régulée et économiquement non faussée. Merci. Oui, merci. Donc les deux amendements suivants, le 850 rectifié bis, 283 rectifié, ne sont pas défendus. Donc l'avis de la Commission sur les trois premiers amendements. Monsieur le rapporteur. Oui, je rappelle que l'ouverture à la concurrence est actée depuis 2009 et constitue un engagement européen pris par la France. La loi dite ORTF du 8 décembre 2009 prévoit l'attribution par Île-de-France Mobilité des nouveaux services de transport après mise en concurrence et fixe des dates de fin aux droits d'exploitation illimités dont jouissait la RATP. C'est ce que nous venons d'évoquer à l'article 38. Ces dates, c'est 31 décembre 2014 pour les autobus, 31 décembre 2029 pour les tramways et 31 décembre 2039 pour les métros et RER qu'elle exploite. Dans le détail, 76 km de la branche sud du RER A à partir de Nanterre Préfecture, plus 40 km de la branche sud du RER B à partir de la gare du Nord. L'amendement 596 donc est satisfait, puisque l'ouverture à la concurrence interviendra dans les faits le 1er janvier 2025. 31 décembre 2024, mise en œuvre le 1er janvier 2025. Par ailleurs, les dispositions proposées n'ont pas leur place dans cet article du Code des transports qui détermine les missions et le statut de la RATP, et les expérimentations et mesures de suivi que vous proposez me paraissent lourdes et superflues. Ensuite, aucune demande n'a été formulée par Île-de-France Mobilité pour repousser l'ouverture à la concurrence. L'AOM se prépare et cela commencera dès 2022 avec le réseau Optile. Et nous disposons encore de 5 ans pour traiter le cas des bus sur le réseau historique. C'est donc une demande de retrait sur ces amendements. Quant à celui de M. Dominati, le 850, il n'est pas défendu. Pas défendu. C'est vrai. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Sur l'amendement numéro 177, il s'agirait de supprimer l'ouverture à la concurrence des réseaux de transport collectif en Île-de-France. Comme vous le savez, cette ouverture à la concurrence est rendue nécessaire par le règlement OSP et au demeurant, ce sera aussi l'occasion d'avoir de nouveaux opérateurs qui proposeront aussi des offres et je pense que ce sera stimulant pour la RATP. Moi, j'ai toute confiance dans la capacité de la RATP à répondre de façon très, très favorable à ces appels d'offres, donc avis défavorable. Sur les autres amendements qui proposent de revoir les calendriers d'ouverture à la concurrence, que ce soit pour mieux aligner les calendriers d'Optile avec ceux de la RATP ou pour lisser dans le temps, moi je comprends cette préoccupation. J'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec la présidente d'Île-de-France Mobilité qui ne souhaite pas remettre en cause le calendrier tel qu'il a été voté il y a maintenant 10 ans. Donc on ne peut pas imaginer de changer ces calendriers contre l'avis de l'autorité organisatrice, donc avis défavorable. Merci. Donc je vais mettre aux voix sur le 177 avec deux avis défavorables du gouvernement et de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Donc il n'est pas adopté. Sur le 93 rectifié bis, il y avait une demande d'explication de vote. Monsieur Roger Carucci.
Je dois dire, Monsieur le Président, que j'ai un peu de mal à comprendre ces amendements. Je comprends les amendements du groupe CRCE, puisqu'ils sont hostiles à l'ouverture. Pour le reste, franchement, ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert hier matin. Les textes sont de 2009. Pendant que j'étais président de la Commission des finances et que Jean-Paul Huchon était président et du STIF et de la région, on a commencé à préparer, on a commencé à avancer, et c'est exactement dans la continuité qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, poursuit. Mais enfin, on n'a pas découvert, je le dis aux uns aux autres, enfin, on n'a pas découvert d'un coup qu'il fallait s'y adapter, ça fait 15 ans. Ça fera 15 ans en 2024, ça fera 15 ans que le règlement européen existe. Donc ça fait 10 ans qu'on est dessus. Alors je comprends très bien qu'on nous dise, essayons de gagner 6 mois, non, mais dans la pratique, et la RATP et Île-de-France Mobilité seront prêts à la fin 2024. Donc sincèrement, je ne comprends pas toutes les négociations avec Optile, toutes les négociations en interne ont commencé, mais pratiquement à la région Île-de-France, ont commencé dès 2010. Donc voilà, il y a une continuité, parce qu'en la matière, que ce soit Jean-Paul Huchon, que ce soit Valérie Pécresse, on savait que les choses devant se faire, on préparait. Donc je ne comprends pas très bien ces amendements, et moi je pense qu'il faut laisser maintenant les choses se faire sous l'autorité d'Île-de-France Mobilité et avec naturellement la RATP. Merci. Donc je vais mettre aux voix le 93 rectifié bis avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Donc l'abstention, il n'est pas adopté. Donc je mets ensuite aux voix le 596 rectifié bis avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Donc ça doit être le même vote. Qui est contre? Donc il n'est pas adopté. Amendement suivant, le 697 rectifié terre, monsieur Hervé Marseille. Monsieur le Président, Madame la Ministre, oui, cet amendement a pour objet de proposer l'introduction de la métropole du Grand Paris au conseil de surveillance de la SGP, de la Société du Grand Paris. En effet, la Société du Grand Paris a dans son conseil de surveillance les départements de la couronne francilienne, l'État et la région qui sont représentés. Seule la région, avec l'État bien sûr, a une compétence concernant le transport. Les autres n'ont pas directement la compétence transport, mais il est légitime qu'ils soient là pour représenter évidemment chacun des départements. La métropole a été instaurée par la loi. On peut penser ce qu'on veut de la métropole, on peut considérer que c'est une bonne chose, on peut considérer que ce n'est pas satisfaisant ou qu'elle doit être améliorée, mais à partir du moment où la métropole est présente, qu'elle a un certain nombre de compétences partagées avec la région, avec les départements, avec les communes ne sont plus représentées au conseil de surveillance, il ne serait pas anormal qu'il y ait un représentant de la métropole, notamment s'agissant de tous les discussions concernant l'urbanisme, puisqu'il y a des plans qui sont partagés et qui sont travaillés au Conseil de la métropole, où sont représentées plus de 154 communes. Donc voilà, c'est quelque chose qui me paraît d'assez bon sens. On peut s'exonérer de la présence de la métropole, mais après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des prises de position divergentes dans différents niveaux de responsabilité entre la région, les départements, les communes, les intercommunalités, enfin, toutes ces strates qui composent la région parisienne, et veiller à ce que, effectivement, dans ces discussions, la métropole soit représentée. Je vous remercie. Merci. L'avis de la Commission, monsieur Mandelli. Oui, l'article 8 de la loi relative au Grand Paris prévoit que des élus des collectivités territoriales effectivement siègent au conseil de la Société du Grand Paris. J'ai un problème avec cet amendement puisque la métropole du Grand Paris ne rentre pas dans cette catégorie puisqu'elle n'est pas à proprement parler une collectivité territoriale sur le plan juridique, mais un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sui generis. Toutefois, il n'y a pas eu de
de concertation préalable sur le sujet. Il me paraît délicat de bouleverser les équilibres actuels dans le contexte que nous connaissons pour la Société du Grand Paris. C'est donc une demande de retrait et à défaut un avis défavorable pour les deux raisons que j'indiquais, notamment une raison purement juridique. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je comprends l'intérêt que la métropole du Grand Paris soit représentée au Conseil de surveillance du Grand Paris. Il serait utile qu'il y ait une concertation sur ce point. La composition précise du Conseil de surveillance relève du niveau réglementaire et la rédaction telle qu'elle est proposée écrase finalement la représentation des élus des collectivités territoriales, donc au profit de la métropole du Grand Paris, et donc empêcherait par exemple la désignation de maires dans ce conseil ou de présidents de PCI dans ce conseil, ce qui serait vraiment regrettable. Je vous rappelle que, en l'occurrence, le président du conseil de surveillance est aujourd'hui un élu local, un président de PCI, de PT en l'occurrence. Donc voilà, je pense que prenons le temps d'une concertation sur cette composition et puis peut-être de mettre au point la rédaction qui pourrait être nécessaire. Donc je propose le retrait et à défaut avis défavorable. Maintenu, monsieur. Vous maintenez l'amendement ? J'entends bien l'argument de Madame la ministre. Il n'y a plus de maire au conseil de surveillance puisque, certes, le président du conseil de surveillance a été désigné par l'État contre l'avis des autres membres du conseil de surveillance, je le rappelle. Ce qui fait d'ailleurs que, comme il a fallu le nommer à l'intérieur, on a pris la place qui était habituellement dévolue à un maire. Donc il n'y a plus de maire au conseil de surveillance. Donc je suis prêt à retirer cet amendement compte tenu des préoccupations qui ont été exprimées tant par la Commission que par Madame la ministre, mais je trouverais opportun qu'il y ait une réflexion parce qu'effectivement, la façon dont fonctionne ce conseil de surveillance appelle un certain nombre d'observations et de réflexions. Donc il serait peut-être pertinent de réfléchir à une meilleure concertation au niveau de ce conseil de surveillance afin que les discussions en cours puissent se prendre dans la meilleure, j'allais dire, avec les meilleures conclusions communes. Merci. Donc l'amendement est retiré. Nous passons à l'amendement suivant, le 1021. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc l'objectif de cet amendement, c'est de prévoir un avis conforme de l'ARAFER sur la rémunération de l'activité de gestionnaire d'infrastructure. Donc la loi ORTF de 2009 a prévu que le STIF et désormais Île-de-France Mobilité rémunère la RATP pour ses missions de service public avec une rémunération spécifiquement attribuée au titre de la mission de gestionnaire d'infrastructure. Le bon niveau de rémunération de ce gestionnaire d'infrastructure, c'est bien sûr un enjeu crucial. Fort heureusement, les réseaux de la RATP n'ont pas connu les mêmes sous-rémunération, on va dire, que ceux qu'ont pu connaître ceux de la SNCF. Et aujourd'hui, l'entretien et la régénération a été assuré à un bon niveau sur ces réseaux de la RATP. Je pense que c'est essentiel que ça continue à être le cas, mais c'est important de pouvoir objectiver ce niveau de rémunération et c'est le sens de l'avis de l'ARAFER qu'il est proposé d'introduire par cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur cet amendement ? La Commission se félicite que ce sujet important puisse être traité dès l'examen du projet de loi au Sénat. Nous avons travaillé en collaboration avec le gouvernement sur ce sujet et j'ai échangé à de nombreuses reprises avec les différentes parties prenantes. Donc je vais aller tout de suite à l'avis qui est favorable, même s'il reste encore quelques éléments à défricher avant l'ouverture à la concurrence. Merci. Il n'y a pas de demande d'explication de vote, donc je mets aux voix l'amendement du gouvernement avec un avis favorable de la Commission qui est pour, qui est contre, abstention, donc il est adopté. Et à l'article 39, une demande de parole de Madame Assassi.
Oui, je vais vite. Cet article 39 correspond au fameux sac à dos social des agents de la RATP dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Nous voulons, avant d'en arriver sur ce fond des mesures et au préalable, formuler quelques remarques de forme. Premièrement, nous regrettons l'impréparation du gouvernement qui, comme il l'avait déjà fait lors de la discussion sur le pacte ferroviaire, revient par voie d'amendement pour donner du contenu au principe de sac à dos social. 7 amendements ont été déposés afin de préciser les modalités de transfert ainsi que le contenu de la convention collective. Cette manière de légiférer n'est pas à l'image de ce que nous pouvons attendre du gouvernement. En effet, passer par voie d'amendement, c'est pratique, certes. Cela vous dédouane surtout d'une étude d'impact ainsi que d'un avis du Conseil d'État. Mais si, Madame la Ministre. Cette manière de légiférer ne respecte pas les droits des parlementaires que nous sommes. Donc nous voulons disposer de l'ensemble des éléments de réflexion. Nous voulons également obtenir de votre part l'assurance que ces dispositions sont le fruit d'un véritable dialogue social avec les organisations syndicales. Pour en finir avec la forme, nous regrettons que plusieurs de nos amendements sur cet article aient été déclarés irrecevables. Il s'agit des amendements qui portaient sur le droit au maintien ou sur le droit à réintégration des agents de la RATP en cas de défaillance de l'opérateur. Nous ne comprenons pas pourquoi de tels amendements qui s'inscrivent parfaitement pourtant dans le débat que nous devons avoir n'aient pas été jugés recevables. Ils expriment pourtant notre volonté de sécuriser les parcours des agents du service public qui ont, lors de leur embauche, bénéficié d'un certain nombre d'atouts et notamment la garantie de l'emploi. Nous espérons que nos échanges seront le support de réelles avancées pour eux et pour tous les agents des transports publics par une harmonisation qui se fasse réellement par le haut. Madame Cohen. Oui, moi je vais être rapide parce que ce que vient de dire Éliane Assassi, bien sûr, je le soutiens totalement. Je voudrais quand même dire que cette manière qu'a le gouvernement de déposer comme ça des amendements, regardez tout à l'heure, article additionnel après l'article 38, 4 pages. Et il faut qu'on se détermine. Moi, je fais une suggestion à notre Haute Assemblée. On va quand même arriver à un moment donné à cette réforme constitutionnelle dont on parle, enfin je pense, un jour. Bon. Alors, moi, je dis, à partir du moment, et je soutiens Éliane Assassi quand elle dit une certaine impréparation du gouvernement, à partir du moment où c'est un projet de loi qui est présenté par le gouvernement, je ne vois pas pourquoi le gouvernement conserve la possibilité de présenter des amendements. Parce que, effectivement, ça affaiblit, le droit d'amendement des parlementaires. C'est trop facile. C'est une impréparation, c'est un certain nombre d'amendements qui nous sont donnés au dernier moment, et c'est le gouvernement qui, de toute façon, fera passer sa loi. Donc voilà, c'est une suggestion. J'appelle mes collègues à y réfléchir. Houlgate. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc c'est vrai, pour être très synthétique, donc la fin du monopole de la RATP sur le réseau de bus parisien doit être considérée comme une donnée de fait. Elle s'impose à nous, qu'on le veuille ou non. Mais dans la mesure, bien évidemment, où le service des 350 lignes de bus de la RATP qui mobilise 17 000 salariés, je tiens tout simplement à rappeler l'attachement de notre groupe à sécuriser donc des garanties sociales de haut niveau qui accompagneront tout transfert de contrat de travail lorsque la RATP pourrait être amenée à perdre l'exploitation d'une ligne de bus. Ce que nous soulignons, c'est que l'instauration d'un cadre social territorialisé nous paraît opportun, car ce cadre permet de prendre en compte les spécificités de certaines zones géographiques. De même, nous soulignons un peu l'esprit de concertation qui préside et qui conduit, alors là, je ne vais pas refaire le débat sur les amendements, même si je partage l'analyse de fond, mais qui conduit, je dirais, avec itération à réintroduire au fur et à mesure de la négociation des éléments nouveaux. Cependant, il est évident que le volet social de cette ouverture à la concurrence est un sujet extrêmement sensible. Ces transferts donc pourront constituer un véritable bouleversement pour les salariés qui perdront le bénéfice du statut RATP et verront leurs conditions de travail modifiées. Donc nous serons particulièrement vigilants, notamment sur les questions du maintien des rémunérations, sur les modalités de transfert et les conditions de travail de ces salariés. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais souligner l'importance de cet article 39. Tout d'abord en rappelant que ça fait 10 ans que l'ouverture à la concurrence des réseaux parisiens et franciliens a été votée. 10 ans après, il était plus que temps
qu'on se préoccupe de définir le cadre social applicable à cette ouverture à la concurrence. Et c'est ce que nous faisons. Moi, je considère qu'il est de notre responsabilité d'agir pour que ce processus se déroule dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il permette d'une part de concilier la continuité du service et le libre choix de l'opérateur par l'autorité organisatrice, mais surtout d'assurer la mise en place de garanties sociales de haut niveau pour les salariés. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, les agents de la RATP affectés au transport par bus sont en effet susceptibles de changer d'employeur. Ce changement d'employeur n'est jamais neutre, mais a fortiori pour les agents issus de la RATP, la plupart d'entre eux ayant été recrutés au statut avec le souhait et la perspective de rester dans l'entreprise jusqu'à la fin de leur carrière. À l'instar des agents de la SNCF, dont nous avons défini ici même le régime de transfert et les garanties et droits y afférents l'année dernière, il faut tenir compte de leur situation de départ pour déterminer les garanties qu'ils sont susceptibles de conserver en cas de transfert. De la même manière que les salariés de la RATP ne sont pas tout à fait dans une situation semblable à d'autres salariés, les conditions de circulation et d'exploitation des réseaux de bus dans la zone dense urbaine francilienne sont soumises à des contraintes qui, j'y reviendrai, ne se retrouvent dans aucun autre réseau. Là encore, cela n'aurait pas de sens de faire table rase du passé et de simplement dire « appliquons à Paris et au cœur de l'Île-de-France ce qui se fait ailleurs ». Les conséquences en seraient désastreuses, notamment pour la continuité de service. C'est la raison pour laquelle, fidèle à la méthode que j'applique depuis des mois, j'ai souhaité que le dispositif que le gouvernement va mettre en place soit partagé par tous. Et donc j'ai en effet organisé de nombreuses concertations. Alors j'entends bien qu'on pourrait ne pas déposer d'amendements, du reste on pourrait ne pas faire de concertation, inscrire des dispositions dans le projet de loi, n'en parler à personne, et peut-être que ça répondrait effectivement à votre souhait de ne pas avoir déposé des amendements du gouvernement. Mais ça n'est pas ma méthode, et à la fois l'article 39 tel qu'il a été introduit dans le projet de loi initial et les amendements qui sont présentés par le gouvernement visent à tenir compte des nombreuses réunions de concertation qui se déroulent depuis bientôt 1 an, une cinquantaine de réunions qui se sont tenues avec les partenaires sociaux de la RATP et de la branche du transport public, en y associant évidemment l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité. Et moi, je voudrais saluer l'esprit de responsabilité et les contributions de chacun dans le cadre de cette concertation. Donc c'est le fruit de ces concertations qui se retrouve dans l'article 39 et les amendements. Je pense que nous avons un dispositif équilibré qui repose d'une part pour les conducteurs de bus sur la mise en place d'un cadre social adapté à un territoire spécifique, avec des règles spécifiques en matière de temps de travail et de repos, et d'autre part pour l'ensemble des salariés affectés à ces activités de bus sur un dispositif définissant les modalités de transfert des salariés et les garanties qui leur sont apportées. Par ailleurs, les concertations se poursuivent pour finaliser le cadre social. Donc d'autres amendements devront être introduits sans doute à l'Assemblée nationale. Et donc en particulier, il s'agira de préciser les conséquences du refus de transfert pour les salariés. Donc c'est ce point particulier qui reste à définir s'agissant des salariés de la RATP. Et je voudrais aussi souligner, en réponse aux amendements, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, qui sont proposés sur la zone Optile, qu'il reste par ailleurs à définir, à préciser le cadre pour les salariés du transport interurbain, ce qui concerne la zone Optile en Île-de-France, mais qui est un sujet qui concerne d'autres territoires partout en France, avec une demande des employeurs et des organisations syndicales de travailler sur une procédure de transfert automatique en cas de perte de contrat par une entreprise. Voilà, je pense qu'il est important sur ce deuxième sujet qu'on puisse poursuivre les concertations, et donc c'est ce qui m'amènera à me positionner de façon défavorable sur les amendements sur ces sujets. Merci Madame la Ministre. Je suis saisi de l'amendement numéro 190. Madame Assassi. Monsieur le Président, on peut considérer qu'il est défendu avec nos deux interventions sur l'article. Défendu, Monsieur le rapporteur, sur cet amendement de suppression de l'article. Oui, en préambule, je voudrais indiquer à l'ensemble de mes collègues ici réunis que la Commission et votre rapporteur ont été en lien régulier avec le gouvernement sur ces dispositions qui revêtent un caractère effectivement sensible. Je salue cette méthode de travail et je remercie Madame la Ministre de m'avoir associé régulièrement à ces réflexions. J'ai également pu échanger
à la fois avec Île-de-France Mobilité, avec les entreprises, la RATP, et les organisations syndicales également à plusieurs reprises, notamment dans le cadre d'une table ronde au début de l'examen dans le début des auditions, et puis encore la semaine dernière avec des entretiens avec chacune des organisations syndicales. Les conducteurs de bus sont des compétences très prisées sur le marché et il faut donc à la fois les protéger et les valoriser. Les amendements présentés par le gouvernement mettent en place un dispositif équilibré au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes. J'attire l'attention de l'ensemble des collègues sur le fait que cette disposition s'inspire très largement de ce qui a été voté au Sénat sur la loi pour un nouveau pacte ferroviaire il n'y a pas si longtemps. Notre rôle est de sécuriser les droits des salariés et de créer les conditions pour garantir la continuité et la qualité du service dans l'intérêt de tous les acteurs et des usagers. Je donnerai donc en conséquence, j'allais dire mon âme et conscience, mais en conséquence, compte tenu de toute la concertation qui a eu lieu, un avis favorable aux amendements du gouvernement et je demanderai un retrait pour tous les autres. C'est un texte qui est équilibré, des propositions qui sont équilibrées, même si tout n'a pas abouti encore, mais ce sera le cas pour l'Assemblée. Donc pour le premier amendement, c'est donc un avis défavorable. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Je crois que j'ai expliqué toute l'importance de cet article. Donc, naturellement, avis défavorable à sa suppression. 2 avis défavorables. Pas de demande de parole. Je mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 18 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Nous commençons par le 950 du gouvernement, Madame la ministre. En fait, il s'agit d'un amendement essentiellement rédactionnel et de cohérence, notamment sur le champ de l'article 39. Le 972 rectifié bis, Monsieur Carucci. Rapidement, Monsieur le Président, puisque j'ai compris que tous nos amendements auraient un avis négatif, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Juste pour dire à Madame Cohen qui est partie, mais ça va être difficile de demander à ce que le gouvernement ne fasse pas d'amendement, parce que je vous rappelle que depuis la réforme de 2008, c'est le texte de la Commission qui vient en séance. Donc si le gouvernement n'a pas le droit d'amender le texte de la Commission, ça devient assez curieux. Mais en revanche, je suis d'accord sur les délais de dépôt des amendements du gouvernement qui ne doivent pas arriver au tout dernier moment, sous peine de quoi on n'y arrive pas. Cet amendement, dont j'ai compris le sort funeste, enfin funeste peut-être pas, qui sait, mais cet amendement vise simplement à redire l'automaticité du transfert vers le nouvel employeur des agents, avec le fait que les agents devraient être en contrat avec, en l'occurrence, la RATP depuis au moins 6 mois. Merci. L'amendement 191, Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le Président. Cet article 39 aménage le cadre social de l'ouverture à la concurrence, notamment en prévoyant le transfert automatique des contrats de travail en cas de changement d'employeur. L'objet de notre amendement est que ce transfert se fasse sur la base du volontariat. Il nous paraît essentiel de laisser aux salariés la possibilité de s'exprimer sur le sort de leur contrat de travail, surtout que l'on peut craindre que l'ouverture à la concurrence soit accompagnée d'une dégradation des conditions de travail. Plusieurs exemples dans le passé peuvent appuyer mes propos et on peut citer La Poste ou France Télécom, dont les conditions de travail se sont profondément dégradées, allant jusqu'à en provoquer un mal-être au travail, parfois dramatique. Les salariés ne sont pas de simples outils de production, transférables à volonté selon l'entreprise qui remporte le marché public. Parce que les changements successifs d'employeurs, combinés à la mise en concurrence, peuvent entraîner des dégradations des conditions de travail, ils doivent bien sûr avoir leur mot à dire. Surtout lorsque leur contrat de travail fait l'objet d'une modification aussi importante qu'un changement d'employeur qui a nécessairement un impact sur les modalités d'exécution du contrat et la qualité des conditions de travail. Pour ces raisons, nous vous proposons cet amendement qui se calque sur une jurisprudence de 1996 dans laquelle la Cour de justice de l'Union européenne reconnaissait la possibilité offerte aux salariés de s'opposer au transfert de son contrat de travail. Merci. Le 193, vous le défendez également ? Oui, il s'agit d'un amendement de repli. Nous souhaitons que soit respecté dans les modalités de transfert des salariés de la RATP aux nouveaux entrants le respect des spécificités des métiers et de l'organisation collective de travail. Dans le texte issu de la Commission, rien ne permet de garantir ce respect. Il est en effet simplement indiqué que les contrats des salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service public concernés par le changement d'attributaire sont transférés. Nous souhaitons insérer cette précision utile. Merci. Le 195, restez là. Le 195.
Ah, c'est Madame Assassi, pardon. Merci, Monsieur le Président. Le transfert des personnels donc de la RATP, prévu par le texte sorti de la Commission, s'accompagne de la perte du statut. Je voudrais quand même rappeler que cela concerne l'ensemble des agents, qu'ils soient transférés dans une filiale de la RATP ou dans un autre groupe, soit quand même 19 000 des 44 000 agents. Donc, on veut utiliser l'ouverture à la concurrence afin de mettre fin progressivement au statut des personnels et de basculer ceux-ci dans un régime conventionnel. Certes, c'est moins brutal que le pacte ferroviaire qui a clairement édicté la fin du statut des cheminots au 1er janvier 2020. Mais au final, cela sera tout aussi brutal, me semble-t-il. Donc une attaque concertée et globale contre, comme les statuts spéciaux, une attaque dont nous ne voulons pas nous faire les complices, considérant que les enjeux pour notre pays ne passent pas par la précarisation des salariés, mais bien au contraire par l'octroi de droits nouveaux. Donc je reviens sur les dispositions de ce projet de loi. La formulation actuelle du texte qui indique, je cite, que la poursuite des contrats de travail s'accompagne du transfert de garanties sociales de haut niveau. Là, il s'agit, nous semble-t-il, d'un leurre, puisque ce qui est prévu et qui doit être précisé dans un décret, c'est de remplacer le statut par un sac à dos social minimaliste dont nous apprenons les contours au travers des fameux amendements de dernière minute déposés par le gouvernement. Et je maintiens ici, Madame la Ministre, que ce faisant, ces amendements échappent à toute étude d'impact et à un avis du Conseil d'État avec en plus un temps de réflexion très court pour les parlementaires pour se faire une opinion sur cette réécriture quasi intégrale. Or, ce dont nous parlons, ce n'est quand même pas d'un petit sujet, c'est quand même le contenu du sac à dos social, une disposition donc hautement politique. Donc voilà, à travers cet amendement, nous proposons une harmonisation par le haut en généralisant le statut des personnels de la RATP à tous les opérateurs. Merci. Le 597 rectifié, Monsieur Houllegatte. Oui, merci. Dans le même esprit des interventions précédentes, Monsieur le Président, nous proposons donc le maintien intégral des droits issus du statut. On pourrait appeler ça donc le filet de sécurité ou le backstop, comme disent nos Anglais. Donc c'est un amendement donc qui propose donc d'instituer un bras de levier qui permettrait donc de tirer vers le haut les conditions sociales futures de ces salariés qui bénéficient aujourd'hui de conditions spécifiques. Donc c'est le sac à dos maximum de sécurité. Si le 947 du gouvernement, Madame la Ministre. Voilà, je vais présenter ces deux amendements. Donc, le premier porte sur des précisions concernant la procédure applicable en matière de transfert. Donc, il pose le principe d'une information claire et précise des salariés tout au long du processus d'ouverture à la concurrence. Il détermine le nombre de salariés à transférer pour faire fonctionner le service, ainsi que les critères de désignation des salariés dont le contrat de travail sera effectivement transféré. Et le second porte sur les garanties associées, les garanties pour les salariés en cas de transfert. Je l'ai dit, les salariés de la RATP ne sont pas dans une situation identique à celle des autres salariés. Ils ont été recrutés sous statut et avaient en tête de passer toute leur carrière à la RATP. Donc, dans un contexte d'ouverture à la concurrence, il n'est pas envisageable de ne pas leur garantir certains droits spécifiques. Donc, à ce titre, tous les salariés bénéficieront notamment au moment du transfert d'une garantie de rémunération ainsi que du maintien de leurs accords collectifs pendant une durée de 15 mois maximum. Ils bénéficieront également de l'accès au centre de soins de la RATP et pendant 12 mois à ses activités sociales et culturelles. Quant aux salariés sous statut, ils bénéficieront de la portabilité, de la garantie de l'emploi et du régime spécial de retraite qui sont des éléments structurants de leur statut. Merci. L'amendement 975 rectifié bis maintenant, Monsieur Carucci. 975, il s'agit simplement de préciser l'objectif sur le transfert et sur la négociation du pacte social chez le nouveau délégataire. 978 rectifié bis, peut-être celui-là, Monsieur le rapporteur, vous pourriez donner un avis favorable malgré la position de la Commission, puisque c'est un amendement qui vise à préciser les conditions d'information des salariés dont le contrat de travail serait transféré. Et sur l'information des salariés, on a quand même un petit sujet, indépendamment du fait que je considère qu'effectivement cet article 39 est protecteur. Et je dois dire, je le dis franchement,
Je ne m'attendais pas, je le dis juste pour agacer Madame Assassi, je ne m'attendais pas à ce que le gouvernement et les entreprises parviennent pour le moment, attendons la suite, à un accord qui soit finalement un accord très positif. 598 rectifié, Monsieur Houlgate. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement qui précise que la loi et le règlement ne sauraient se substituer a priori au dialogue social. Donc cet amendement, il a justement pour objectif d'encourager la négociation collective et puis de définir un peu les modalités, le cadrage de cette négociation collective de façon à ce qu'elle aboutisse de façon fructueuse dans les meilleurs délais. Merci. Le 204, Madame Assassi, Monsieur Gontard. Lequel ou laquelle des deux? Madame Assassi. Il est défendu. Le 949 du gouvernement, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit au travers de cet amendement de garantir la continuité du service et la sécurité des circulations au sein d'un périmètre géographique parisien et francilien caractérisé, comme nous le savons tous, par des conditions d'exploitation des bus que l'on ne rencontre pas ailleurs. Donc l'amendement déposé par le gouvernement complète la liste des dérogations possibles à certaines dispositions législatives du Code du travail en matière de durée du travail, de congés et de repos des conducteurs opérant à l'intérieur de ce périmètre. L'amendement ne fixe pas lui-même le contenu des règles applicables, il autorise le pouvoir réglementaire à le faire en vue de définir un cadre social territorialisé qui s'appuiera sur le décret du 14 février 2000 sur la durée de travail dans les entreprises de transport public urbain et, si les partenaires sociaux de la branche le décident, sur un avenant territorial à la convention collective du transport public urbain. Continuant de s'appliquer en l'état aux salariés de la branche du transport public urbain, le décret de 2000 sera complété par une annexe définissant les règles spécifiques applicables en matière de durée du travail et de repos aux conducteurs de bus opérant sur des lignes dont le parcours est majoritairement effectué dans la zone urbaine dense francilienne. Ces règles spécifiques tiendront compte des conditions particulières d'exploitation dans cette zone et pourront notamment porter sur le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, la réduction du repos quotidien, l'adaptation du délai de prévenance en cas de changement d'horaire par l'employeur, ainsi que sur les contreparties associées en matière de repos, de jours de congé et de modalités de fixation des jours fériés chômés qui sont nécessaires pour garantir la sécurité des circulations. Merci. Les 205 et 196, Madame Assassi. Oui, le 205, nous souhaitons donc, à l'image de ce qui était prévu initialement dans ce projet de loi, que soit étendu le cadre social territorialisé à l'ensemble des salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de transport par bus et non pas aux seuls conducteurs de bus. Il s'agit de cette manière d'amener de la cohérence dans le traitement des salariés dans la zone très dense francilienne et de ne pas multiplier les différences de situation entre les agents. Il s'agit donc d'en revenir à ce que le gouvernement avait initialement prévu et ce qui nous semblait le plus intéressant. 196, c'est Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le Président. Les dispositions du projet de loi que nous visons par cet amendement prévoient l'alignement des personnels du réseau bus RATP sur la convention collective des transports urbains. En l'espèce, une telle disposition signifierait une dégradation évidente de leurs conditions de travail, puisque les dispositions de cette convention sont en règle générale moins favorables que le statut. Par ailleurs, rien dans les dispositions relatives au futur décret socle ne permet, en l'état, que les choses vont aller en s'améliorant concernant cette convention collective. Nous nous retrouverons donc avec des agents des transports urbains qui, brutalement, se verront appliquer des règles moins favorables que celles définies par les textes réglementaires en vigueur à la RATP. Nous ne pouvons accepter cette réglementation sociale qui ne se justifie que par la volonté de réduire les garanties sociales des agents du service public, considérées comme autant de freins à l'entrée pour les opérateurs et comme charge insupportable pour l'entreprise publique, qui va en plus devoir faire face à de nouveaux opérateurs. Pour notre part, nous ne considérons pas le haut niveau de garantie sociale des agents de la RATP comme une charge pour l'entreprise qui ne la rendrait pas suffisamment concurrentielle, mais comme un atout pour l'offre de transport public, permettant à ces agents de développer un sens aigu du service public et de l'intérêt général indispensable, notamment en temps de crise ou lors d'événements majeurs. Nous demandons donc la suppression de ces dispositions, qui signent également par cette application généralisée la fin du statut spécifique de la RATP et son remplacement par une convention collective valable pour l'ensemble des agents du réseau de bus. Merci. L'amendement 600 rectifié, Monsieur Houlgate. Oui, Monsieur le Président. Donc cet amendement vise à clarifier ce qui semble être une ambiguïté du projet de loi, à savoir que la rédaction actuelle semble étendre les conditions de la convention collective urbaine aux agents de la RATP
alors même que le statut de ces agents et de cette entreprise n'a pas été modifié et que l'article L33-16-3 indique que seuls des compléments dans la limite du statut particulier peuvent être apportés par la convention collective. Merci. Et pour terminer cette série, les deux amendements du gouvernement, 952, 951, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'amendement 952 vise à préciser que la convention collective du transport public urbain, qui n'a pas été négociée en vue de s'appliquer aux conducteurs de bus intervenant dans la zone RATP, que cette convention collective ne s'applique pas. Et donc c'est cohérent avec le cadre spécifique qu'il est proposé de créer. Et sur l'amendement 951, il s'agit de garantir l'application du cadre social territorialisé à tous les conducteurs de bus qui interviennent sur le périmètre de la zone dense urbaine, quelle que soit la convention collective applicable à leur employeur. Merci. Alors, si j'ai bien compris, l'avis de la Commission est favorable aux amendements du gouvernement, défavorable à tous les autres, et pour le gouvernement, favorable aussi, défavorable à tous les autres. Est-ce que j'ai bien résumé, Monsieur le rapporteur ? C'est bien ça, mais je crois qu'il faut que je les prenne. Sur le 950, avis favorable. Sur le 972, demande de retrait, sinon avis défavorable. Sur le 191, avis défavorable. Sur le 193, avis défavorable. Sur le 195, avis défavorable. Sur le 597, également avis défavorable. Sur le 947 du gouvernement, donc avis favorable. Même chose pour le 948 du gouvernement. Sur le 975, une demande de retrait. Sur le 978, pour réagir ou répondre à notre collègue Roger Carucci, en fait, il est satisfait. Voilà, c'est pour ça qu'une demande de retrait, il est satisfait par l'amendement 947 du gouvernement. Sur le 598, c'est un avis défavorable. Sur le 204, c'est un avis défavorable. Sur le 949 du gouvernement, un avis favorable. Défavorable sur le 205 de Mme Assassi. Même chose pour le 196. Sur l'amendement 600 de M. Houllegatte, il est satisfait, cet amendement. Donc c'est un avis défavorable. Sur le 952 du gouvernement ainsi que le 951, avis favorable. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur l'amendement 972 de messieurs Pemezec et Carucci, je vous propose de retirer cet amendement qui vise à prévoir un transfert automatique pour les salariés du transport routier en Île-de-France de la zone Optile. C'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler, qui concerne non seulement l'Île-de-France, mais en fait le transport interurbain dans toute la France. Et donc, dans le même esprit, je vous proposerai aussi le retrait des amendements 978. Non, pardon. C'est lequel qui... Bon, je vais reprendre. Donc, sur le 972, je vous propose donc le retrait puisque la concertation doit se poursuivre. Sur l'amendement 191 de Madame Assassi, donc vous voulez introduire la notion de volontariat. J'imagine que c'est par analogie avec ce qui avait été prévu pour les salariés de la SNCF. En réalité, la situation est très différente. À la SNCF, l'organisation du travail font que certains salariés ne seront que très partiellement affectés au lot tels qu'ils pourront être définis par les régions au moment de l'ouverture à la concurrence. À la RATP, la situation est totalement différente puisque la plupart des conducteurs sont affectés à une ligne de bus et qu'ils sont tous affectés à un dépôt de bus. Donc les problèmes ne se posent pas du tout dans les mêmes termes pour la RATP. Sur l'amendement 193, vous souhaitez préciser que le transfert se fera dans le respect des métiers et de l'organisation collective de travail. S'agissant des métiers, votre amendement est satisfait puisqu'il est précisé que les salariés transférés seront désignés par catégorie d'emploi et donc dans le respect des spécificités de leur métier. Par contre, si vous souhaitez mettre en œuvre l'organisation collective du travail, du statut en dehors de la RATP, ça je vous confirme que le gouvernement n'y est pas favorable, mais dans le même temps, nous définissons un socle commun de règles applicables à toutes les entreprises qui assurera un cadre social de haut niveau pour l'ensemble des salariés. Sur l'amendement 195, alors là, vous proposez directement d'appliquer le statut de la RATP à l'ensemble des salariés. Je pense qu'il est important
de donner des garanties de haut niveau, mais sans prévoir d'exporter le cadre du statut à l'ensemble des entreprises. Pour des raisons très proches, monsieur le sénateur Houllegatte, je suis défavorable à votre amendement 597, par lequel vous souhaitez le maintien de l'ensemble des droits liés au statut. Et donc sur les amendements 975 et 978, donc sur le 975, il s'agirait de retirer de la garantie générale qui est donnée de maintien des accords pendant 15 mois la question du temps de travail qui est effectivement en partie traité par le cadre social territorialisé, mais il y a par ailleurs des accords portant sur le temps de travail à la RATP, 111 en l'occurrence, et donc je ne vois pas de motif qui conduirait à revenir sur cette garantie très générale qui est donnée aux salariés. Et donc sur l'amendement 978, je pense que l'amendement 947 du gouvernement y répond. Merci Madame la Ministre. Alors nous allons tout d'abord voter sur le 950, mais je vous précise que s'il est adopté, il y a un avis favorable de la Commission. Le 972 tombe, le 191 et 193 ne tombent pas, mais les 195 et 597 tombent, ainsi que les 598, 204, 205 et 196 resterait le 600 rectifié. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote sur ce premier amendement ? Je n'en vois pas. Avis favorable de la Commission. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Donc le 972 tombe. Je mets aux voix le 191. Pas de demande d'explication de vote? Non. Qui vote pour? Avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 193, même vote. Même vote, le 195 tombe, le 597 tombe, le 947 du gouvernement. Pas d'explication de vote. Qui vote pour? Avis favorable de la Commission. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 948 du gouvernement, même vote. Même vote. Le 975 est tombé. Le 978 rectifié est tombé. Le 598 est tombé, le 204 est tombé, le 949, c'est celui du gouvernement. Avis favorable de la Commission. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 205 tombe, le 196 également. Ne tombe pas le 600 rectifié de M. Houllegatte. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Et il nous reste le 952 du gouvernement. Avis favorable de la Commission. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. 951, même vote. Même vote. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 39. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le Sénat s'est donc déclaré en faveur de l'ouverture à la concurrence des transports parisiens. Les sénateurs ont prévu que les salariés de la RATP qui seront transférés dans une entreprise concurrente garderont tous leurs acquis sociaux. Mais du côté de la gauche du Sénat, les sénateurs communistes ont estimé que cette ouverture à la concurrence allait dégrader à terme le service de transport parisien. Cet après-midi, c'est l'ensemble du projet de loi mobilité qui va être soumis au vote du Sénat lors d'un scrutin public solennel. La majorité des sénateurs devrait adopter ce projet de loi, mais dans une version modifiée. Le Sénat a notamment assoupli la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires en donnant le choix aux départements. Les sénateurs ont aussi affecté une part de la taxe carbone au financement des transports et des collectivités territoriales. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Public Sénat, au cœur des territoires.